passer la parole tout de suite à Emmanuelle Lucas, qu'on remercie beaucoup. Vous êtes directrice de l'action territoriale et de l'hydrologie de Seine-Grand Lac, donc l'établissement public territorial de bassin que préside Patrick Ollier, par ailleurs président de la métropole du Grand Paris, et que dirige Baptiste Blanchard, qui était avec nous il y a une seconde. Et donc, je crois que vous avez des slides, et c'est à vous pour une vingtaine de minutes. Donc, pour nous parler à la fois du, je ne sais pas dans quel ordre, vous, Nicolas Rolland est empêché de la métropole, donc vous allez faire la présentation à vous toute seule, en citant notamment aussi, en parlant un peu pour la métropole. Hein. Patrick Ollier souhaite rapprocher le plus possible, je crois, si j'ai bien compris, les deux établissements qu'il préside. Et c'est à vous, alors dans l'ordre que vous voulez, sur les zones d'expansion des crues, vous allez nous expliquer beaucoup mieux que je pourrais le faire, donc vous allez nous expliquer la vocation beaucoup mieux, et puis le casier pilote de la Bassée, qui est un chantier important, qui doit concourir, je crois, à réduire le risque d'inondation. Absolument. C'est à vous. Vous m'entendez ? Merci beaucoup, on vous entend très bien. Ok. Alors, GEMAPI, je vais un petit peu dire quand même ce que c'est. En gros, c'est l'objectif de cette taxe, c'était vraiment développer la synergie entre les projets qui visaient à réduire le risque inondation, donc la gestion du risque inondation, et la restauration des cours d'eau. Donc, dans la table ronde précédente, on a parlé ressources en eau, et là, c'est important. Je souhaite illustrer, dans le cadre de cette présentation, tout le travail et toute la synergie qu'il y a entre la métropole du Grand Paris, qui est donc le GEMAPien, sur ce territoire, et Seine-Grand Lac, qui est un établissement qui gère le risque inondation et aussi le soutien d'étiage des grands cours d'eau Marne et Seine sur le bassin Seine-Amont. Donc, je vais parler effectivement en haut de nom de la métropole du Grand Paris et de Seine-Grand Lac. Alors d'abord un petit rappel qui est important. En fait, nous serions en 2022, nous parlions que sécheresse. Depuis octobre 2023, nous ne parlons que crue. Et donc effectivement, je suis dans le bon sujet en ce moment. Il est important de se rappeler que la région, l'agglomération, toute l'agglomération parisienne est en risque fort au niveau inondation, et notamment pas seulement en termes de dommages directs, mais aussi en termes de dommages indirects. Et notamment, on a parlé des grands réseaux tout à l'heure, mais au niveau électrique, au niveau assainissement, l'impact risque d'être extrêmement fort. Je pense que vous vous souvenez qu'il y a 10 ans, l'OCDE avait fait un rapport très intéressant. Et là, on est en train 10 ans après, on va analyser en interne, effectivement, le chemin parcouru, puisque ça fait 10 ans que ce rapport a été réalisé. Et il y a 10 ans, on disait que sur l'agglomération parisienne, si on atteignait donc 8,62 m à Paris-Austerlitz, on aurait plus de 30 milliards de dommages liés à ce type d'inondation aujourd'hui. Alors, effectivement, on ne se tourne pas les pouces, au contraire, on se relève les manches, et tous collectivement, on avance, aussi bien au niveau de la métropole du Grand Paris qu'au niveau de Seine-Grand Lac, mais surtout au niveau de tous les syndicats et les collectivités de tout le bassin versant Seine-Amont, qui sont notamment GEMAPiens, pour développer toutes les actions pour réduire les dommages. Et donc, si on les classe, en fait, il y a d'abord travailler sur des actions de prévention. Et là, on travaille effectivement avec l'information des habitants, la gestion de crise. Donc là, je peux vous dire que grâce aux petites crues, entre guillemets, petites crues sur les grands fleuves Marne et Seine, mais grosses crues sur les affluents, tous les services publics depuis le mois de janvier ont vécu plusieurs crises, donc début mars, début avril, et la dernière pour nous réveiller pendant le Grand Pont. En fait, aujourd'hui, la gestion de crise, il faut s'entraîner. Et là, je peux vous dire que depuis le mois de janvier, nous sommes tous très entraînés, puisque nous avons eu, donc effectivement, ces différentes crues. Donc ça, c'est très important, mais il n'y a pas seulement gérer pendant la crue, mais il y a surtout travailler sur l'aménagement du sol et aussi réduire la vulnérabilité du bâti. Aujourd'hui, on a construit en zone inondable, mais il va falloir s'adapter. Donc ça, c'est le premier bloc, c'est la prévention. Ensuite,
au moment d'une crue, il y a la prévision. Donc les services de l'État, les services de prévision des crues au niveau national et local ont développé des modèles. Donc aujourd'hui, nous on travaille, on a 24 heures de prévision. Donc, c'est pas beaucoup. À Seine-Grand-Lac, on travaille justement avec des chercheurs et des bureaux d'études pour développer des outils de prévision un peu plus longs, pour qu'on ait un peu plus, on va dire, de vision plus claire sur ce qui se passe pendant une crue et qu'on puisse adapter nos modes de gestion. Donc ça, c'est la prévision. Et puis ensuite, il y a la protection. Donc les 4 grands lacs réservoirs dont on a parlé, que gère Seine-Grand-Lac, sont déjà le premier rempart, en fait. Ensuite, il y a plus localement les protections locales, donc les digues, les murettes, qu'on peut avoir alors sur la métropole, je vais vous illustrer. Et puis, les zones d'expansion de crue sur lesquelles on travaille plus précisément sur l'ensemble de l'échelle pour en fait stocker chaque goutte de pluie le mieux possible et de façon pertinente en fait à l'échelle du bassin versant, pour réduire les risques inondations, aussi bien localement qu'ensuite à l'arrivée, à l'aval, dans la métropole, au niveau de la métropole. Ce qui est important, je pense que c'est un peu le fil rouge de ma présentation aujourd'hui, c'est d'illustrer la solidarité amont-aval qui se reflète au travers de ces actions. Et puis, donc on a 4 grands lacs réservoirs à Seine-Grand-Lac et on est en train de construire le 5e. Et je vais vous en parler, mais qui n'est pas un grand lac, qui est un site pilote, un casier particulier. J'ai combien de temps, Monsieur Paquet ? Vous avez encore un quart d'heure. D'accord, parce que je peux rester toute la matinée, en fait. Mais... On fait ça. D'accord, je vais essayer d'aller un peu plus vite. Les sites d'endiguement, là, je vais illustrer, en fait, effectivement, les mesures de protection. Là, peut-être vous connaissez, dans les différents départements de la petite couronne. Donc là, la métropole du Grand Paris gère de façon très opérationnelle avec les services départementaux, donc entretien et notamment un énorme programme de rénovation de ces bâtards d'eau. Il y a aussi tous les réseaux, hein, vous avez peut-être vu les services de la RATP qui s'entraînent à monter des bâtards d'eau pour protéger les entrées de métro. Ben là, c'est un petit peu la même chose, c'est qu'au moment des crues, en fonction des prévisions, on met en place les bâtards d'eau pour protéger un certain nombre de sites vulnérables. Donc là, depuis le mois de janvier, il y a de nombreux bâtards d'eau. Il y a eu un entraînement, et puis là, on l'a fait en vrai, depuis les crues du début d'année. Donc ça, c'est les équipes de la métropole avec les équipes des départements et des prestataires qui montent ces bâtards d'eau. Donc là, en général, contrairement à la RATP qui monte des murets, là, en fait, c'est des bâtards d'eau en aluminium qu'on met en fonction des sites. Et là, pour vous imaginer, il y a plus de 500 équipements sur l'ensemble de la métropole qui sont gérés par la métropole du Grand Paris. Là, je vais vous parler, si on revient à l'échelle du bassin versant amont, donc il faut se rendre compte que le territoire de Seine-Grand-Lac, c'est plus de 44 000 km², 19 départements et 4 régions. Les 4 grands lacs, donc, qui représentent 830 millions de mètres cubes stockables, en fait, vont permettre de réduire à Paris environ 70 cm. Donc ça paraît pas beaucoup, 70 cm, mais en fait c'est énorme en termes d'impact, de réduction de l'impact d'une crue, là je parle d'une grosse crue à 1910, à l'aval. Donc vous les voyez, vous les connaissez sûrement, ces lacs, puisque en fait aujourd'hui le lac du Der va fêter ses 50 ans, et ce sont des ouvrages récréatifs aussi pour les territoires. Pour nous, ce sont des ouvrages d'une utilité incroyable. Je vais vous parler ensuite de la Bassée, qui est le 5e ouvrage que nous sommes en train de construire, avec un fonctionnement complètement différent. Et là, en fait, l'objectif du 5e ouvrage de la Bassée, c'est freiner la Seine pour laisser passer le pic de Lyon. Donc c'est une aventure, mais je vais vous raconter cette aventure. Les Grands Lacs, que vous connaissez sûrement, surtout, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le lac du Der. Ça va être très festif au cours de l'été puisqu'on va fêter les 50 ans. Très rapidement, cette courbe, elle ne fait pas peur du tout quand on l'explique. En fait, on remplit le lac, les grands lacs, c'est 4 grands lacs, au cours de l'hiver. Donc cette année,
tout va bien. Quand vous regardez sur le site Seine-Grand-Lac, nous sommes à 96% de remplissage. Tout va très bien. Pourquoi tout va très bien ? Parce que, en fait, quand on a rempli jusqu'au mois de juin, ensuite on va soutenir l'étiage, c'est-à-dire les faibles débits sur la Marne et sur la Seine. Et pour vous donner un ordre d'idée, en janvier 2022, ça n'allait pas du tout, parce que l'hiver était extrêmement sec. Et en fait, on n'était pas sûr de remplir les lacs à un niveau suffisant pour, en fait, assurer la gestion de la ressource en eau, et notamment l'eau potable. Et sur la Seine, on a une petite centrale nucléaire, en fait, et sur laquelle on doit maintenir un certain débit l'été, dans la Seine. Donc, en fait, c'est très simple. On remplit jusque donc, de novembre environ à juin, et ensuite, on soutient l'étiage, c'est-à-dire qu'on vide les lacs progressivement jusqu'en, normalement, novembre. Donc, en 2022, on a soutenu l'étage jusqu'à début décembre, puisqu'il faisait très sec. En revanche, vous vous souvenez, comme moi, qu'à partir de fin octobre, il nous est tombé le ciel sur la tête. Et donc, du coup, là, on a pu arrêter le soutien d'étiage très tôt cette année et commencer à remplir. Voilà. Depuis début mars, nous n'arrêtons pas en fait d'avoir des crues et de remplir les lacs. Donc là, jusqu'à ces derniers jours, nous avons stocké en fait, jusqu'à atteindre des moments où on n'arrivera plus. Et en fait, les crues de printemps et les crues d'été, notamment juin 2016 et juillet 2021, pour nous, c'est les pires parce que les lacs sont pratiquement complètement remplis et on ne pourra plus écrêter les pics. Donc là, je vous avoue qu'on est un petit peu inquiet, dans le sens que quand on dépasse les 40 mm de pluie sur l'ensemble du bassin versant, on est certain qu'on va devoir remplir les lacs. Et là, comme on a 96%, la marge de manœuvre qui nous reste, elle commence à être assez faible, même si c'est en plusieurs dizaines de millions de mètres cubes. Mais contrairement à, on va dire, aux crues d'hiver où on a de la place, ben là, on est beaucoup plus en tension. Et comme il se passe quelque chose au mois de juillet cette année, vous imaginez qu'on a aussi, on va dire, une certaine tension en interne. Le site pilote de la Bassée, c'est pas du tout le même fonctionnement. En fait, là, on est dans une gestion dynamique, uniquement une seule fonction, la lutte contre les inondations. En fait, on crée, à un endroit où il y a des anciennes gravières, un endroit pour stocker, pour pomper dans la Seine. On va pomper 10 millions de mètres cubes en 3 jours, freiner la Seine pour laisser le pic de Lyon. Donc, en fait, ce que vous voyez un petit peu en haut, ça paraît pas beaucoup, c'est de la même façon, mais en fait, sur une pluie comme 1910, on baissera de 15 cm. Et en fait, comme dit notre président Ollier, à Rueil-Malmaison, même entre 8 et 15 cm, il y a des quartiers entiers qui ne seront pas inondés. Et c'est le cas en Île-de-France, et peut-être même des réseaux RATP qui ne seront pas inondés grâce à ce casier. Ce casier, c'est une gestion dynamique, c'est-à-dire qu'en fait, on a des capteurs sur Lyon, à l'amont sur Lyon, et à Montreux-Fontionne à la confluence, puisqu'on est juste avant la confluence de Lyon. Et on appelle ça une gestion dynamique parce que on a des niveaux de débit sur lesquels on va déclencher au bon moment en fait ce pompage pour écrêter, en fait, freiner la Seine et écrêter le pic de Lyon. Donc rien à voir avec la belle courbe de remplissage et de vidange des lacs. Sur ce projet, en fait, c'est une aventure qui a commencé il y a plus de 20 ans. Aujourd'hui, on est dans la concrétisation et c'est la dernière année de travaux. C'est un énorme travail, en fait, qui a été fait par les équipes de Seine-Grand-Lac avec un soutien, donc là, au niveau financement de l'État dans le cadre du PAPI, Seine-et-Marne francilienne, donc Programme d'action de prévention des inondations. Et donc ça, c'est un financement État. 30% à la métropole du Grand Paris et 20% Seine-Grand-Lac. Les travaux ont commencé en début 2022 et sont en train de se terminer. Cette année, c'est une année très importante pour nous parce qu'en fait, terminer un chantier comme ça ne se termine que quand on a testé l'ouvrage. C'est-à-dire qu'on va remplir l'ouvrage pour de faux. Enfin, on va pomper dans la Seine et on ne peut le faire que quand il y a de l'eau dans la Seine, donc on fera ça en novembre.
je vous vais assez vite. Il vous reste à peu près 5 minutes. Oui. La Seine, vous voyez la station de pompage. En fait, on pompe ici. Et de la même façon, on va vidanger à cet endroit-là. Je vais aller assez vite. On construit en gros 8 km de digue pour stocker 10 millions de mètres cubes sur 360 hectares. La digue fait 2,50 mètres environ. On remplit environ en 3 jours. On stocke environ, ça dépend de la crue en fait, effectivement, entre 5 et 10 jours, et on vidange entre 4 et 5 jours. Pour vous montrer l'ampleur de ce que c'est ce chantier, en fait, c'est gigantesque. Et puis il y a un chantier dans le chantier, c'est la station de pompage, puisqu'on fait concurrence au SIAP. Là, on va avoir des grosses pompes, très grosses pompes, pour pomper au total 42 mètres cubes secondes au moment où il le faut. Ce qui est important, et je parlais au départ de la GEMAPI, c'est aussi la restauration de cours d'eau. Là, en fait, on a, dans ce cas de ce projet, une obligation de mesures compensatoires au niveau écologique. Et globalement, on avait environ 60 hectares à restaurer, et on a restauré bien plus, le double, en fait, c'était une volonté de Seine-Grand-Lac. Et on a recréé des milieux humides, des frayères, des prairies sèches, donc 120 hectares de restauration écologique que l'on va suivre pendant pratiquement 50 ans au niveau scientifique. Donc c'est aussi un projet dans le projet qui correspond à, sur les 120 millions totaux du projet, environ 10% du budget. Je vous montre rapidement la station, parce que je ne veux pas rester longtemps forcément dessus. Juste pour vous montrer la taille des pompes, les photos ont été prises très dernièrement, il y a quelques jours. En fait, les pompes arrivent dans 10 jours. Elles sont faites en Suède, donc chez anciennement Flight, puisqu'elles sont faites complètement sur mesure. Elles vont être dans des tubes, qui viennent d'être à l'instant posés. On vient de poser le grille du dégrillage. Et voilà, il y a à peine un mois, les grosses vannes murales qui vont permettre de vidanger, en fait, l'outil. Évidemment, nous ferons des visites l'année prochaine, quand nous aurons terminé le chantier, mais pas cette année, au grand public. Alors, le site de la Bassée, les Grands Lacs, c'est des gros ouvrages qu'exploite Seine-Grand-Lac. Mais en fait, l'enjeu, c'est effectivement se protéger autrement. Et là, travailler en fait sur la préservation, la restauration des zones d'expansion de crues dans le lit majeur de la rivière. Et ça, c'est l'enjeu du partenariat de la métropole du Grand Paris et de Seine-Grand-Lac, mais surtout de l'accompagnement de Seine-Grand-Lac et de la métropole du Grand Paris auprès de tous les maîtres d'ouvrage gémapiens du territoire. Donc on a développé un pôle ingénierie spécifique sur Seine-Grand-Lac qui accompagne les collectivités avec des financements aussi particuliers, aussi bien en phase études et travaux. Et la métropole du Grand Paris accompagne financièrement de façon très importante l'ensemble de ces projets. En fait, et c'est là où on voit que la solidarité amont-aval fonctionne parfaitement. En fait, c'est une déclinaison parfaite de cette solidarité. Très rapidement, les zones d'expansion de crues, il y a 2 types. Restaurer naturellement le lit majeur de la rivière, ou mettre un obstacle dans le lit pour en fait stocker ce qu'on appelle les surinondations artificielles. Et là, l'objectif, on a une stratégie sur l'ensemble de ces types de zones d'expansion de crues. Et forcément, nous travaillons ce type de projets qui ont débuté il y a presque 5 ans maintenant au niveau de Seine-Grand-Lac et de la métropole du Grand Paris, ne peuvent pas se faire sans les agriculteurs. Et donc, il y a des partenariats très forts avec les chambres d'agriculture, avec des protocoles cadres, et ensuite des protocoles locaux avec les exploitants agricoles pour pouvoir inonder ou surinonder ces surfaces. Et dans le cadre de zones d'expansion de crues artificielles, puisque c'est de la surinondation, on a des protocoles d'indemnisation particuliers au niveau des exploitants agricoles. Donc vous imaginez que les discussions ne sont pas toujours faciles, mais l'objectif c'est d'avoir un dialogue et il est fait à tout niveau, même au niveau des syndicats agricoles pour développer en fait au niveau local une protection pertinente. Et c'est ça qui est important. Nous avons travaillé pour justement se dire à quel endroit on doit faire ces zones d'expansion de crues.
On ne va pas les faire n'importe comment. Il faut être au bon endroit au niveau des affluents, au niveau donc de tous les affluents, parce que c'est principalement sur les affluents qu'on travaille, notamment, ou sur les fleuves. On a développé avec l'Université Paris Diderot, on a une thésarde chez nous, un outil d'aide à la décision pour, en fonction d'un certain nombre de critères, définir le meilleur endroit, les sites potentiels, qui seraient le meilleur endroit pour aller faire des zones d'expansion de crues en hydrologie et en hydraulique, c'est-à-dire une pertinence scientifique pour aller travailler. Ensuite, quand on a défini les sites, on travaille avec les syndicats et les EPCI locaux qui sont gémapiens. Aujourd'hui, depuis 5 ans, on a aussi lancé un appel à projets sur l'ensemble du bassin versant pour mener cette dynamique. On est à plus de 150 projets. Et pour nous, on le chiffre en millions de mètres cubes stockables. Mais en fait, on va dire, c'est pas forcément comme ça qu'on peut non plus le voir hydrologiquement. Mais en tout cas, on parlait d'indicateurs, c'est un indicateur. Et en termes de projets réels, on est aujourd'hui à plus de 10 millions de projets en cours. Et on a une prospective très importante de 47 millions. Donc ça veut dire que là, évidemment on en a pour, je pense, 20 ans, mais dans tous les cas, c'est une autre réponse à la protection et qui a beaucoup plus de liens avec la restauration des cours d'eau et notamment de la biodiversité. Je vais très 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 vite. 2 exemples qui illustrent bien aussi la métropole, ce que fait la métropole du Grand Paris et Seine-Grand Lac. C'est un projet tout à fait exemplaire eau et agriculture durable du Châtillonnais. Donc je vous invite à regarder sur leur site internet, c'est très très intéressant. Là, c'est l'objectif, c'est vraiment d'avoir un projet multifonctionnel. Et avec un travail très fort au niveau des exploitants agricoles, et là, notamment, c'est plutôt l'élevage, pour développer jusqu'à une filière d'élevage qui va s'adapter en fait au projet. Donc c'est vraiment très très exemplaire. Et la métropole du Grand Paris finance les paiements pour services environnementaux aux agriculteurs à hauteur de 10 millions sur ce projet. Donc qui est évidemment pour une dizaine d'années. Donc là, c'est en cours. Et un autre projet très important dont je voulais vous parler, qui est aussi exemplaire, mais bon, sur les 150, il fallait en choisir. C'est à la confluence entre l'Yerre et la Seine. Donc là, on est juste à côté d'ici, à Villeneuve-Saint-Georges, un quartier qui est complètement inondé à chaque crue de l'Yerre, puisqu'il est au bout et que l'Yerre est freinée par la Seine. Donc là, l'objectif, c'est de racheter les habitations au fur et à mesure, de redonner la place dans le limageur. Donc ça fait déjà 10 ans que le travail est fait. Il y en a encore pour de nombreuses années. Et la métropole du Grand Paris, l'agence de l'eau, plusieurs financeurs de départements, effectivement, travaillent sur cette renaturation et cette réappropriation du limageur. Voilà. Il y a des extrémités, on est obligé d'aller au niveau urbain à cette extrémité-là. Voilà. Eh bien, on peut vous applaudir. Merci beaucoup. Merci beaucoup.